Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Penser le présent, le rendez-vous hebdomadaire de la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Et merci à l'équipe qui a permis cette rencontre. Instagram direct que nous continuerons le 18 juin avec Jeanne Burgard-Goutal pour son essai sur les écoféministes. Et puis aussi le dernier, le 25 juin, avec Sarah Zé pour son exposition chez Gagosian Paris. Sarah Zé qui sera en direct de New York, qui est en dialogue avec la critique d'art Anaïd Demir. Alors aujourd'hui, c'est évidemment avec un immense plaisir que nous recevons Emmanuel Ecochia, qui est philosophe, maître de conférence à l'EHESS et professeur aussi à Sciences Po, où vous enseignez l'écologie, je crois. Et Oui, vous êtes l'auteur de nombreux essais, dont un La vie sensible, qui avait été remarqué, mais qui n'a pas eu l'effet de La vie des plantes en 2016, qui lui qui a eu un immense succès. Je crois que vous avez touché là des choses qui nous ont tous impactés, et puis surtout qui ont euh, impacté aussi nos étudiants, les étudiants des Beaux-Arts, mais pas que, bien sûr, puisque régulièrement dans les conversations, euh, votre nom revenait. Donc j'ai un immense plaisir de vous recevoir. Et je sais que là, vous venez de sortir un troisième essai, donc après cet essai qui était La vie des plantes, un troisième essai qui est Métamorphose. oui. Et donc, que je vous recommande et qui sont des essais tous publiés aux éditions Rivage. Voilà, donc Emmanuel Cotia, je vais vous poser ces premières questions que j'attendais de vous poser depuis longtemps, puisque je vous remercie d'avoir accepté donc de Merci à participer. vous. Et donc, il y a une chose qui intéressera aussi nos étudiants des Beaux-Arts, parce que et souvent ils ont eu des parcours scolaires un peu atypiques. Et donc, vous avez eu un parcours scolaire que vous qualifiez vous-même d'assez décousu, d'assez compliqué, qui est passé par un lycée agricole dans le centre de l'Italie, puis par des études de philosophie qui vous ont conduit à enseigner la philosophie médiévale à l'université. Alors, il y a une chose qui m'intriguait, c'est j'avais tout d'abord envie de savoir quand vous était venue cette idée de concilier savoir botanique et savoir philosophique, et je me demandais si votre essai à succès La vie des plantes était le résultat biographique de la conjonction de vos études au lycée agricole, mais aussi de votre intérêt pour la philosophie au Moyen Âge, lorsqu'on sait la place importante que les plantes occupaient encore à cette période de l'histoire. Et donc, comment dire, moi je me suis retrouvé dans un lycée agricole pour plusieurs raisons. Tout d'abord, à cause d'une forme de féminisme inconscient de ma mère qui a envoyé ma sœur aînée au lycée classique, donc au lycée où on apprend les Grecs et les Latins en Italie, et a envoyé moi et mon frère jumeau à des écoles techniques parce que elle considérait qu'on n'était pas capable de faire des études universitaires en fait. Donc, et qu'il fallait apprendre un métier. Et parmi les métiers qui s'offraient face à moi, celui d'agriculteur me semblait celui qui me permettait j'avais un esprit un peu panthéiste quand j'étais jeune, même pas que à cette époque-là. C'était quelque chose qui me semblait me permettre de trouver un contact avec la nature. Et, euh, euh, et, et, et ça a été comment dire, une expérience assez particulière parce que à cette époque-là, faire ces genres d'études signifiait s'exclure, au Oui, fond, s'exilier du monde culturel et social. Je vous raconte juste une petite anecdote. Je me rappelle, à cette époque-là, il fallait faire une visite médicale euh, pour constater sa propre aptitude à devenir militaire. Et pendant cette visite, il fallait, ou à la fin de cette visite médicale et physique, il fallait faire un test psychologique. Et parmi les questions qui étaient envisagées, c'était est-ce que vous aimez les fleurs? Moi, j'étais un grand amant des fleurs et évidemment, j'ai dit oui. Et je me suis retrouvé face au psychologue du militaire
aimer les fleurs à cette époque-là, pour les militaires en Italie, c'était un clair sentiment voilà, de perversion sexuelle. C'était vraiment quelque chose, et de inaptitude à devenir militaire. Donc, c'était un amour très, très suspect, en fait, vraiment sur plein d'aspects. Et, et je m'y suis penché à la philosophie après, mais parce que j'avais l'impression que les études de philosophie sont juste un prétexte pour étudier n'importe quoi, n'importe comment, en fait. Comment dire, c'est Mais la quand même, philosophie. mais quand même, Emmanuel, la philosophie médiévale, c'est un peu étrange, non? C'est pas forcément celle vers laquelle on tend le plus. La philosophie médiévale, comment dire, je me suis consacré à la philosophie médiévale pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce qu'il m'est semblé les Moyen-Âge m'est semblé la partie la plus éloignée de notre présent. C'est la partie, au fond, la plus science-fiction de notre histoire. Un moment où on croyait que, voilà, on pouvait prononcer de mots magiques et transformer un morceau de pain dans les corps d'un monsieur qui était né 15 siècles auparavant. Donc, on croyait que voilà, il fallait juste parler pour créer les mondes. Donc, c'était une fascination pour ces gens de proximité entre la philosophie et la science-fiction, d'un côté, sous le mot croyance ou foi, et de l'autre côté, l'amour pour les Moyen-Âge est né grâce à un amour pour un auteur spécifique qui est Averroès. Averroès, qui est un philosophe d'origine musulmane du XIIe siècle, qui pensait qu'il y a un seul esprit pour tous les humains, en fait. Donc, c'était ça qui m'est passionné. C'est par amour d'Averroès, ou pour mieux dire, par amour d'un poète italien qui s'inspirait d'Averroès, que je suis retrouvé à être un médiéviste. Les problèmes après, c'est que l'université est faite de telle manière que, une fois qu'on étudie une chose pendant 4 ans, on reste spécialiste de cette chose pour toute la vie. C'est une étrange machine à piège. Donc, une fois qu'on a étudié les Moyen-Âge, on reste médiéviste pendant toute la vie, malgré le fait qu'on peut passer 10 ans, 15 ans, 20 ans à étudier autre chose. Donc, voilà la combinaison des études. Mais j'ai continué à lire la littérature biologique et botanique au fil des années. Et j'ai décidé de réunir de manière, comment dire, pour l'espace public, ces deux passions, la philosophie d'un côté et la botanique ou la biologie de l'autre, pendant la visite à un temple japonais à Kyoto, qui s'appelle les temples des Fushimi Inari, qui est un temple absolument lysergique. C'est un parc à l'intérieur de la ville qui est parsemé de ce tore et de ce portail fluo orange, et qui m'a semblé être l'exemple parfait d'une non-division entre l'humain et les non-humains, en fait. Et c'est à partir de cette expérience que je me suis dit, il faut absolument que je mette ensemble ces deux âmes qui sont, comment dire, ensemble dans mon esprit, mais pas publiquement. Et en fait, comment dire, j'ai écrit ce texte comme quelque chose qui répondait à une exigence très, très personnelle. Et c'est par un hasard, comment dire, lié un peu à la mode qui a explosé exactement en ces moments, au nouvel amour pour les plantes, que cet essai a eu. Un tel Comment dire, succès. oui. Et je voulais vous demander, vous dites, il y a quelque chose qui m'a intéressé aussi quand vous dites qu'il est impossible de définir la philosophie parce qu'il n'y a pas d'objet commun que l'on pourrait nommer. C'est ce que vous avez dit aussi en interview et que vous dites aussi dans vos textes, que c'est une sorte de bricolage plus ou moins arbitraire. Que, je vous cite, hein, que les livres de philosophie n'ont souvent rien de commun par le style, l'objet, la méthode. Et vous dites alors que la philosophie est une intensité qui traverse les savoirs et les renverse de l'intérieur. Et moi, j'aime beaucoup cette idée et j'ai très envie d'appliquer cette idée à l'art. Pensez-vous qu'il y a des rapprochements possibles? Parce que je crois que vous, j'en suis même certain, je sais que vous avez été interrogé par M. Aubry, que vous avez fait une interview de David Clairbout, que vous fréquentez les artistes. Vous êtes un des rares philosophes qui fréquentent assidûment les artistes. Est-ce que vous pensez que cette définition que vous avez donnée, ou cette non-définition de la philosophie, puisse s'appliquer à l'art? Elle renverse et elle traverse les savoirs. Absolument. Non, c'est exactement la même définition, au sens que, à partir de son nom, la philosophie se définit non pas comme une science, un savoir
une connaissance, une discipline séparée des autres, c'est la connaissance telle qu'elle est traversée par les désirs. Philosophie, en grec, signifie ça, c'est amour, passion par la sagesse, par la connaissance. Donc, c'est la passion dans la mesure où elle est portée par un désir qui la dépasse, en fait. Donc, n'importe quel savoir peut devenir philosophie lorsqu'elle est portée non pas par non pas par une discipline, non pas par une espèce de désir de normes, mais par une passion qui tue aussi, qui détruit peut-être parfois les sujets qui connaît en fait, qui oblige les sujets qui connaît, qui portent la connaissance à se dépasser d'un objet connu, à se transformer dans l'objet connu. Et de ce point de vue, l'art aujourd'hui, d'une certaine manière, a la même structure, avec peut-être quelque chose de plus, parce que ce qui est intéressant dans l'art, surtout dans l'art, disons, post du Champien, comment dire, dans l'art qui a dépassé, au fond, la fidélité à un médium spécifique, à une matière, et qui est devenu donc pratique extrêmement anarchique de matériaux, de formes, des idées, des concepts, etc. Eh bien, ce qu'on rubrique sous la catégorie d'art, c'est exactement ce désir de connaissance qui, à la différence de la philosophie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, ne se limite pas à l'usage du médium verbal, en fait. Donc, il fait usage de n'importe quoi, d'un morceau d'élan lorsqu'on est peintre, de matériaux les plus différents lorsqu'on fait de l'art plastique, de la vidéo, ou bien de tout cela juste pour saisir une idée, et une idée dont on est conscient qu'elle peut être saisie seulement par la médiation de quelque chose d'essentiel. Au fond, d'une certaine manière, je pense que c'est pour ça que je les fréquente, et c'est pour ça que au fond, ils sont beaucoup plus source d'inspiration pour moi que mes, entre guillemets, collègues philosophes. Les artistes sont ceux qui sont, ou ceux qui sont les plus ouvertes à la pensée, à l'imagination d'un autre monde. C'est, au fond, être artiste aujourd'hui signifie vouloir s'exposer à la pensée sans se mettre, sans se poser, sans s'obliger à aucune limite, à aucune contrainte, en fait. Et ça, c'est une domaine aucune contrainte, sauf que le désir de saisir cette idée, ces concepts, cette forme, et de la rendre accessible à travers la médiation d'une matière, à travers la médiation sensible. Donc, il n'y a rien de plus intense et de plus fort que là. Et dans ce sens, tous les savoirs devraient, au fond, se transformer tôt ou tard dans ce qu'aujourd'hui on appelle art. D'une certaine manière, c'est les buts de toute forme de connaissance. Parce que la différence de la connaissance, par exemple, que je pratique, et qui reste quelque chose qui s'exprime d'une certaine manière seulement par la parole, l'art dépasse cette limitation verbale pour faire exister physiquement cette idée autrement qu'un commentaire, autrement qu'une parole, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est encore plus puissant que ce que je pratique moi-même. Merci Emmanuel pour ces précisions. Donc, on va parler maintenant davantage de votre essai. Dès le début de votre essai, vous dites que les plantes sont la blessure toujours ouverte du snobisme métaphysique qui définit notre culture. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Vous vouliez parler du mépris que l'on a pour la botanique, souvent? C'est une idée. Je voulais dire en fait que en fait la plante, même aujourd'hui, on le remarque aussi dans les débats autour de la condition animale, c'est un peu les vivants qui n'est pas doué de conscience, disons dans les débats publics, c'est les vivants qui n'ont pas de conscience, c'est les vivants qui n'ont pas de raison, c'est les vivants qui n'ont pas de parole, et qui nous face auxquels donc on peut se considérer, on peut se sentir supérieur, comment dire, ou se sentir d'une certaine manière à un niveau supérieur à certains autres vivants. En fait. La plante est un être organisé qui a une richesse et morphologique assez poussée, mais qui manquerait de cette
de cette espèce d'atout qui est la raison, la parole, l'expression, les sentiments, dont s'est réduit les animaux et surtout les humains. Et c'est seulement à partir du moment où on arrive à reconnaître, comme la botanique contemporaine a fait grâce aux recherches de Stefano Mancuso, d'Anthony Trewavas et d'autres, seulement à partir du moment où on reconnaît aux plantes cette même rationalité qu'on reconnaît aussi aux animaux, qu'on peut arriver vraiment à cette parité que l'antispécisme parfois prêche sans pouvoir, comment dire, sans y arriver à l'attendre. Donc, c'est de ce point de vue que c'est une forme de snobisme. Aussi, pour revenir à un niveau beaucoup plus concret et pragmatique, au fond, rentrer dans un zoo signifie pour nous tous et toutes faire l'expérience de se sentir entouré par des vivants qui ont chacun une personnalité, une identité, et qu'on peut nommer avec un nom propre, en fait, un nom des noms propres aux petites tortues, aux Bien hamsters, sûr. à n'importe quoi. À chaque fois qu'on se promène dans sur une avenue arborée à Paris ou à Milan ou à n'importe quelle ville, comment dire, on s'aperçoit ça, on s'aperçoit pas qu'on est également entouré par des personnalités, par des vivants, qu'on n'est pas seul en fait, qu'il y a 30, 40 êtres vivants qui sont très âgés parfois, parfois ils ont 200 ans, 300 ans, 40 ans, et qu'on pourrait nommer, c'est pas juste un bibelot urbain, c'est François, Jeannette, exactement comme les chiens et les chats qui nous entourent ou prétend, exige d'avoir un nom, exige d'avoir une reconnaissance. Et bizarrement, comment dire, la culture contemporaine fait des plantes, au contraire, ce qui ne peut être reconnu comme un père, ce qui ne peut et ne doit surtout pas avoir un nom, ce qui n'est pas et ne doit surtout pas avoir cette capacité d'être conscient du monde exactement comme nous. Et donc, et de ce point de vue, c'est les leviers, toute plante est au fond un levier pour se considérer supérieur. D'ailleurs, en français, c'est particulièrement évident. Vous prenez n'importe quelle plante et c'est un insulte. Avoir un cœur comme un artichaut, vous êtes paumé, comme n'importe quelle plante, elle est signe d'un manque d'humanité, en fait. On est blanc comme un navet, on est voilà. Je vous entends Oui, plus. c'est vrai. Vous avez ce bel exemple quand vous parlez de votre fille. Vous dites que on lui offre toujours des livres où elle pourra identifier des animaux qu'elle ne rencontrera jamais. Et puis, vous m'entendez, Manuel? Vous Oui, m'entendez, Manuel? Voilà. oui, là je vous entends, je vous entendais plus, oui. Voilà, vous prenez ce bel exemple avec votre fille, vous dites que dans une interview, vous dites qu'on lui offre toujours des livres, parce elle est très petite, elle a 4 ans, et donc on lui offre des livres avec toute une série d'animaux qu'elle ne rencontrera jamais, et personne ne lui offre un livre qui permettrait de définir, enfin, avec une représentation d'une feuille de hêtre ou d'une feuille de chêne, et vous dites dans quel mépris, c'est ça, c'est ce que vous appelez cette forme de mépris métaphysique dans lequel est entretenue la botanique. C'est pas juste un mépris, c'est une construction active et consciente d'une ignorance qui se propage au fond au fil des années. Ce qui est étonnant dans la littérature pour enfants, c'est que tous les animaux ont une forme, un nom précis, ce qui fait que ma fille à 5 ans est capable de nommer une palette de formes animales extrêmement vastes et d'animaux qu'elle ne verra jamais dans sa vie. Alors que la plante, dans ces genres de littérature, elle présente seulement sous une forme idéalisée platonicienne, c'est-à-dire une tache marron et une tache verte, et c'est tout. Il n'y a pas de variété, il n'y a pas de biodiversité, il n'y a pas de présence différente que celle d'être une plante tout court, en fait. Ce qui est étonnant, parce que voilà, ce n'est pas dans ces cas-là, ce n'est pas juste une forme d'esnobisme, c'est vraiment la production consciente d'une forme d'ignorance qui fait que les enfants peuvent savoir ce que c'est un koala, mais rarement savent la différence entre un chêne et un tilleul, alors que ce n'est pas si difficile en fait de les reconnaître. Voilà. Tout à fait d'accord. Et
Euh, je voulais aussi parler de cette idée de nature que vous utilisez évidemment beaucoup. L'idée de nature, on l'a vu dans de nombreux ouvrages, on la voit discutée évidemment chez Descola, chez Clément Rosset. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui fait définition pour vous? Qu'est-ce que ce mot nature signifie exactement? Est-ce que c'est un concept stable pour vous? Et oui, tout à fait. Nature, la meilleure manière de définir nature, c'est, comme d'ailleurs le dit le mot lui-même, c'est la nature est la propriété de tout ce qui existe grâce à une naissance. En fait, si on se penche sur la totalité des êtres entre guillemets naturels, ce que tous et toutes partagent, c'est l'effet d'être nés. Ce qui est quelque chose de très très curieux, très particulier. On y réfléchit très peu en fait. On vit dans une culture extrêmement machiste et extrêmement, comment dire, qui a été produite par de mecs pour de mecs en fait, et qui donc est totalement obsédé par la mort, mais qui a refoulé complètement et rendu et tabuisé la naissance. C'est le phénomène le plus trivial au fond du monde, qui est cette chose très étrange qui fait que tout être, pour naître, pour exister, doit d'une certaine manière reprendre, arracher la même chair, la même vie, le même souffle d'un être qui l'a précédé. En fait, être né signifie que nous toutes et nous tous, nous étions auparavant la vie de notre mère, par exemple, ou la vie de notre père, et qu'il n'y a pas être vivant qui ne soit pas là grâce à cette naissance. Il n'y a pas être vivant qui ne soit pas déjà la répétition plus ou moins identique ou plus ou moins différente d'une vie qui l'a précédée. Au fond, être né signifie toujours être, d'une certaine manière, une deuxième tentative d'une vie qui a essayé de recommencer. Et d'une certaine manière, cela signifie plusieurs choses. Ça signifie, par exemple, parce que ça fait partie aussi de l'incapacité de notre culture de réfléchir autour de la naissance. Naître signifie aussi que les corps ne peuvent pas juste mourir, peuvent donner naissance à d'autres corps. Et le miracle du fait de donner naissance à quelqu'un, le miracle du corps de la femme, c'est que donner naissance à quelqu'un signifie toujours arriver à rajeunir son propre corps. Au fond, donner naissance signifie qu'on est capable de rajeunir une partie de sa propre anatomie et de la faire remonter au jour zéro et de l'expulser pour obliger cette partie rajeunie de notre corps à recommencer à nouveau une vie qui était la nôtre. Dans les cas en plus de la reproduction sexuelle, comment dire, la capacité de rajeunir s'ajoute au fait à la capacité d'unir la chair qui nous compose avec l'identité génétique d'un autre individu. Donc la nature c'est ça. La nature c'est la capacité comment dire, l'obligation à prendre les corps d'un autre et les métamorphoser, les changer, et la capacité de tout corps, ou de la presque totalité du corps, ou de la moitié des corps, dans les cas de la reproduction sexuelle, de se prolonger au fond, en obligeant l'individu à recommencer à zéro. Ce qui fait que, par exemple, la vie n'est pas quelque chose de purement historique. Parce qu'à chaque fois, grâce à la naissance, il y a un retour en arrière, au fond, d'une certaine manière. La naissance, c'est l'effet qu'on ne peut pas accumuler indéfiniment de l'expérience. C'est ça, au fond, moi, j'ai dû recommencer à zéro, donc je ne peux pas profiter de la totalité de l'expérience de mes parents, où je ne suis pas le prolongement exact de ce que mes parents ont vécu. Donc, l'histoire des vivants est toujours une histoire par intermittence, en fait. Et donc, vous faites aucune opposition entre nature et culture? Non. Il n'y a pas de la culture. Comment dire? Une fois que comment dire, l'opposition entre nature et culture est possible seulement si on reconnaît seulement une partie des vivants
la capacité de penser, imaginer, connaître, être conscient. Alors, cette position, qui était longtemps une position, comme dire, cette position n'a rien de scientifique, c'est une position euh, 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 qui est une base purement comment dire, théologique, Idéologique? idéologique. Tout d'abord parce que comment dire, tout d'abord, on a longtemps considéré que les seuls à être rationnels, c'était les humains. Ensuite, après Darwin, pour garder une forme, un sens de supériorité, on a étendu l'intelligence aux animaux. Mais cette position qui, au fond, relie la présence d'une intelligence à la présence d'un système nerveux reste en forme d'anthropocentrisme étendu et qui est difficilement tenable d'un point de vue biologique pour deux raisons. Tout d'abord, parce que c'est un peu arrogant de dire parce que les animaux constituent une partie minuscule de la biodiversité sur Terre. Donc c'est très compliqué et très très arrogant de dire les 0,3% des vivants sur Terre sont intelligents. Les restes, ce sont des bêtes en fait. C'est très compliqué. Et ensuite, c'est même très compliqué d'expliquer pourquoi à un tel moment l'intelligence est née et avant, au fond, les vivants s'obligeaient à vivre sans être intelligents. En fait, les problèmes doivent être inversés. C'est à cause de notre arrogance et à cause de notre difficulté à interroger, à demander à d'autres vivants que des animaux de nous démontrer ce que c'est être intelligent, qu'on a relié l'intelligence et donc la culture à la présence d'un cerveau. En fait, n'importe quel vivant, pour vivre, doit résoudre une quantité de problèmes énormes, mais vraiment énormes, et n'importe quel vivant, donc, est non seulement intelligent, mais est parfaitement conscient de ce qui lui arrive, de ce qui arrive en face de lui, et de la différence qu'il y a entre le soi et les mondes, en fait. Donc, la question n'est jamais est-ce que cet être est intelligent ou pas, est-ce que cet être produit une culture ou pas. La question est à travers quelle dotation anatomique tout être comment dire, arrive à être intelligent, c'est-à-dire arrive à vivre. On devrait, au fond, c'est comme pour la reproduction. Face à un vivant, on se demande jamais est-ce qu'il est capable de se reproduire ou pas. On se demande comment arrive-t-il à se reproduire. Donc, pour l'intelligence, on devrait poser la même question face à n'importe quel vivant, même une bactérie. Quels sont les biais à travers lesquels cet être arrive à être intelligent, c'est-à-dire à résoudre des questions, à renouveler les mondes à sa façon et à son image, etc. Mais justement, la plante, c'est un organisme qui est censé ne posséder aucun savoir. Et donc, qu'est-ce qui vous a fait changer en dehors des conceptions philosophiques? Est-ce que c'est vos liens avec les plantes, votre observation, tout ce que vous avez fait dans ce lycée agricole? Est-ce que ce sont des gens comme Stefano Mancuso qui vous ont fait changer d'idée, qui vous ont persuadé, ou est-ce que vous aviez déjà une forme d'intuition qui laissait à penser que ces plantes qui sont censées ne pas posséder le savoir avaient une forme de savoir? Qu'est-ce qui vous a relié aux plantes, plus exactement? Je sais pas, personnellement, c'est évident. Comment dire, au fond, les savoirs biologiques et botaniques, ce sont les premiers savoirs que j'ai rencontrés à 14 ans, à 15 ans. Donc, j'ai suivi les études botaniques depuis très très longtemps. Donc, évidemment, il y a toute une série de rencontres qui m'a permis de jeter un regard différent aux plantes. Mais au-delà de l'histoire personnelle, je dirais que au fond, ce qui s'est passé, comment dire, ou cet amour, ou cet enthousiasme, cet engouement pour les plantes qui est si à la mode aujourd'hui, est les résultats d'un changement très profond qui a eu lieu dans la science botanique d'un côté et dans la science biologique de l'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, tout d'abord, on a assisté à partir des années 60 à une vraie révolution à l'intérieur de la science biologique qui nous a permis de passer d'un paradigme belliciste, qui était les paradigmes darwiniens, à un paradigme de collaboration qui est les paradigmes affirmés grâce peut-être à la plus grande biologiste du XXe siècle, qui est Lynn Magnus. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, Darwin, outre comment dire, à être l'inventeur, comment dire, celui qui a proposé la théorie la plus cohérente de l'évolution, était quelqu'un qui avait
affirmer que la nature arrive à, comment dire, l'ensemble des êtres vivants arrive à s'améliorer, c'est-à-dire arrive à saisir leur propre bien à travers la guerre, à travers la compétition. C'est-à-dire, c'est grâce à la compétition que chaque vivant obtient la forme la meilleure pour son existence. Et c'est un paradigme qui a profondément marqué les études biologiques, qui a profondément marqué évidemment aussi les études sociales pendant un siècle. Ah, Emmanuel, on vous perd. Emmanuel, j'espère qu'on ne vous a pas perdu. On a une petite interruption. Donc, nous sommes avec Emmanuel Coccia, qui est professeur. Ah, Oui, voilà, vous m'entendez? on vous a perdu 10 secondes Oui, non, je disais que, oui, sur je disais Darwin. que, oui, donc je disais à partir des années 60, les paradigmes darwiniens a été mis en question grâce à la découverte ou la redécouverte par Lynn Margulis, donc la plus grande biologiste du XXe siècle, du fait que la cellule eucaryote, donc la cellule qui est à la base de tout organisme supérieur, entre guillemets, n'est né pas à travers ou à cause d'un mécanisme de compétition et de guerre, mais grâce à un mécanisme de symbiose, de collaboration. Et comme cette cellule, au fond, c'est l'invention la plus importante de l'histoire de la vie, on s'est rendu compte que la symbiose, la collaboration, est un mécanisme biologiquement beaucoup plus important pour comprendre la vie sur la Terre, sur la planète, que la compétition. À partir de cette découverte, la place de la botanique. Oh non, nous avons des coupures là. C'est bien embarrassant, juste dans une discussion tout à fait passionnante. À la place, oui, il y a eu un moment quand vous parliez, à partir de ce moment-là, la place de la botanique, et là, il y a une Oui, coupure. a changé totalement. Pourquoi? Parce que dans un paradigme où la compétition est les mécanismes fondamentaux de la production de la biodiversité, de la production de l'affirmation de la vie, évidemment, les animaux, la zoologie joue un rôle fondamental parce que Mhm. l'animal est par excellence le prédateur. C'est l'être qui est obligé à manger l'autre Mhm. pour s'affirmer. Or, les plantes, en tant qu'organismes autotrophes, c'est-à-dire en tant qu'organismes qui n'ont pas besoin de tuer les autres pour survivre, comment dire, participent à la compétition de manière beaucoup moins essentielle. Donc, grâce à Mhm. cette découverte, tout d'un coup, l'étude des plantes est devenue beaucoup plus importante pour comprendre qu'est-ce que c'est la vie sur Terre ou comment la vie peut se répandre de manière si massive sur cette planète que l'étude des animaux. Et c'est à partir de ces moments-là, du coup, qu'il y a eu toute une génération, ou plusieurs générations déjà de botanistes qui ont transformé une science, la botanique, qui était quand même pendant des siècles, qui a souffert pendant des siècles d'un complexe d'infériorité majeur par rapport à la zoologie, par exemple. La botanique était un peu égarée Mhm. dans la classification du vivant, dans les recensements de la diversité végétale. Et cette génération a transformé cette science dans une Mhm. sorte de métaphysique alternative du vivant. Et je parle, vous avez nommé Stefano Mancuso, mais il faut nommer celui qui est peut-être les plus grands botanistes de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est-à-dire Francis Allais. Francis Allais qui a vraiment non seulement fait des découvertes majeures sur plein d'aspects, mais qui a contribué profondément à faire comprendre à quel point la botanique a comment dire, une consistance métaphysique, philosophique profonde. Outre à plein d'autres figures qui sont à la frontière de la botanique. En France, par exemple, Gilles Clément a été très important pour comprendre plein des choses. Donc, comment dire, au-delà de mon expérience personnelle, disons que dans les dernières 60-70 ans, la botanique a été les lieux de la production d'un nouveau regard sur les mondes en général, pas que Mhm. sur les plantes, sur les mondes en fait. Et Ouais, c'est ouais. pour ça qu'il faut passer par la botanique pour comprendre dans quelle planète nous vivons. Oui, dans votre essai est divisé en trois parties, hein, la feuille, la racine, la fleur. Et quelle place tiennent les
forces invisibles comme les racines dans votre système de pensée. Euh, Comment vous avez organisé? Pourquoi cette distinction? Vous auriez pu en choisir d'autres, je sais pas, le pistil, on aurait pu Oui, trouver la tige. oui. Comment avez-vous organisé votre système de pensée et quelle place tiennent les racines? Donc les livres, juste pour résumer la thèse, les livres font part du présupposé. C'est une tentative de donner comment dire, de tirer toutes les conséquences d'une évidence que chacun de nous lit dans n'importe quel manuel de botanique, mais n'importe quel manuel de biologie, même à l'école primaire, c'est-à-dire que la vie sur Terre est possible grâce à l'existence de plantes pour nous les humains, parce que tout d'abord c'est grâce aux plantes que entre autres que Que l'atmosphère s'est créée, vous voulez dire? J'essaye de faire le lien maladroitement parce que je n'ai pas votre savoir, mais là on a une petite coupure. J'imagine que vous voulez nous dire, voilà, on a une petite coupure. Vous disiez que l'atmosphère a été créée par les plantes en partie. oui l'atmosphère comme se garde surtout un oxygène autour du 20% grâce aux plantes et surtout les plantes sont importantes dans les comment dire dans la chaîne trophique parce que elles sont capables de saisir, capturer la source d'énergie la plus importante sur la planète, c'est-à-dire l'énergie solaire, et de la rendre disponible aux autres vivants, aux animaux de fait. Ce qui fait que, par exemple, à chaque fois que nous mangeons, on l'oublie, on n'y fait pas attention, mais manger pour nous signifie chercher cette lumière céleste, en plus extraterrestre, que les plantes ont Mhm. capturée et ont soufflé dans la chair minérale de la Terre. Au fond, grâce aux plantes, la vie sur Terre est à moitié extraterrestre. On n'y réfléchit pas, mais comment dire, les soleils étant un astre qui n'a rien à faire avec la Terre et étant la base énergétique de ce qui se passe sur Terre, ça veut dire que tout ce qui coule dans nos veines est d'origine extraterrestre. Nous sommes des aliens, au fond. Nous tous et nous toutes, en fait, grâce aux plantes. Et manger signifie chercher cette espèce de kryptonite de lumière extraterrestre qui nous permet de faire tout ce qu'on fait, de respirer, de parler, de faire des directs Instagram, etc. Mais donc, à partir de si on prend au sérieux cette évidence, c'est un fait, c'est même pas une hypothèse. En fait, on devrait s'apercevoir de deux choses. Tout d'abord, que toute cosmologie, toute réflexion autour du cosmos doit, à un moment ou à l'autre, à un autre, coïncider avec une forme de botanique. Au fond, la contemplation du monde doit coïncider avec la contemplation de plantes. Et à l'inverse, qu'à chaque fois qu'on regarde une plante, on ne regarde pas juste un mobilier, comme dire, un élément du monde, mais on regarde comme l'origine du monde, comme une espèce de Big Bang différé qui est en face de nous, en fait. C'est ça la thèse du livre. Et au fond, ce que j'ai fait dans les livres, c'est de prendre au sérieux ce parallélisme et de dire donc d'écrire en plante signifie à la fois d'écrire un élément du monde, mais aussi la structure générale du monde. Et donc, du coup, j'ai pris les corps de la plante et j'ai pris les trois portions, les trois parties les principales, disons, d'une grande partie des plantes, parce que la diversité végétale est majeure. Donc, la feuille qui est la partie la plus importante, la racine et la fleur. Et à chaque fois, j'ai essayé de montrer que ces trois parties sont à la fois une partie du corps végétal et une structure fondamentale du cosmos, du monde, en fait. Pour Mhm. revenir ensuite à votre question sur les racines, tout d'abord, ce que j'ai essayé de montrer, c'était que tout d'abord que la racine est, parce que surtout pour les arbres, on a tendance d'identifier l'existence végétale avec celle de racine, alors que la racine, c'est un organe qui est arrivé relativement tard, donc qui n'est pas essentiel, qui ne résume pas l'essence de la vie végétale. Mais ce qui est intéressant dans la racine, c'est que grâce à la racine, le corps de toute plante est un corps amphibie, un corps double au fond. Au fond, on n'y réfléchit pas, mais avoir une racine signifie avoir un corps qui, au même temps, va dans deux directions opposées, donc vers le Soleil et vers les centres de la Terre, et surtout avoir un corps qui habite simultanément dans deux
environnements complètement opposés. Au fond, signifie Mhm. avoir comment dire, un corps qui est à moitié aérien, à moitié oiseau et à moitié vert, au fond, d'une certaine manière. Et donc, la racine fait du corps végétal quelque chose de profondément schizophrénique, de quelque chose qui est à la fois, qui conduit simultanément deux vies dans deux mondes totalement différents. Mhm. Et qui exemplifie ou qui incarne aussi cette fonction de médiation cosmique des plantes. Parce que d'une certaine manière, comme j'ai dit, la plante a la fonction écologique de saisir, de capturer la lumière solaire et de l'insuffler dans la chair minérale de la planète. Donc, d'une certaine manière, la plante, c'est quelque chose que les botanistes, surtout à partir du XXe siècle, répètent souvent. La plante a une sorte de fonction de médiation céleste entre la terre et les ciels, en fait, d'une certaine manière. Mhm. La terre et les soleils. Et je voulais il y a une petite chose. Parfois, vous anthropomorphisez les plantes. Est-ce que il n'y a pas un danger euh, à utiliser à mêler comme ça ces concepts? Est-ce que vous pensez, je vous ai entendu dire parfois que cette anthropomorphisation était nécessaire et que elle permettait de mêler plantes et humains. Est-ce que vous soutenez cette idée? Et oui, en fait, je pense que l'anthropomorphisme est surtout, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais c'est inévitable en fait, dans le sens que pour deux raisons. Tout d'abord, c'est quelque chose de beaucoup, qui non seulement n'est pas dangereux, mais qui est très intéressant parce que anthropomorphiser une plante signifie aussi végétaliser l'humain. On se rend Bah, pas c'est compte ça. qu'à chaque fois Mhm. qu'on dit la plante est comme l'homme, on dit aussi par cette même affirmation que l'homme est une plante en fait. Donc comment dire? Donc anthropomorphiser ne signifie jamais réduire un vivant à l'autre, signifie produire un seuil d'indistinction qui fait que les deux espèces ou les deux parties de l'existence n'arrivent pas à se distinguer véritablement. Ce qui ensuite m'est conduit à la deuxième raison pour laquelle je ne pense pas du tout que l'anthropomorphisme soit à combattre, c'est que, en fait, l'une des grandes conséquences de la, de la théorie de l'évolution darwinienne, c'est que toute espèce est un patchwork des espèces qui l'ont précédée. En fait, au fond, la théorie de l'évolution nous dit, voilà, l'humain est un grand parti, comment dire, un bricolage qui dérive de l'ensemble de formes que la vie a dû produire avant de produire la forme humaine et qui sont restés à nous. La plupart de nos organes n'a rien d'humain, en fait. Je sais Mhm. pas, avoir des yeux n'a rien d'humain. Nous partageons cet organe avec des milliers d'autres vivants. Avoir un nez n'a rien de spécifiquement humain. Avoir une bouche n'a rien de spécifiquement humain. Donc nous sommes de fait vraiment une espèce de zoo ambulant, en fait. Nous sommes une pluralité de formes dont, qui est humaine juste de manière minimale, en fait. Donc, notre vie est humaine, mais vraiment à 1%, en fait. Donc, Mhm. lorsqu'on projette notre forme aux autres vivants, on ne projette pas que la forme humaine, on projette l'ensemble de formes dont notre corps est, au fond, le siège ou Mhm. Ah, nous avons perdu quelques secondes, Emmanuel, mais nous allons le retrouver. Emmanuel Cochia, nous allons le retrouver. Je lis zoo ambulant. Oui, c'est vrai, nous sommes des zoos ambulants. Emmanuel, voilà. je Oui. dirais, projeter la forme humaine aux autres vivants signifie projeter cet ensemble de formes qui nous habitent, parce que tous les vivants, au fond, partagent une même vie, et tous les vivants, au fond, partagent énormément de formes, malgré tous les vivants partagent, au fond, cette machinerie génétique qui est aussi les symptômes du fait qu'on est tous fils et filles d'un seul ancêtre ou d'un ensemble d'ancêtres très limité, etc., etc. Donc, comment dire, l'anthropomorphisme est un problème seulement si
on a cette espèce de fétichisme spécifique qui nous fait croire que les espèces sont une substance, alors que non, en fait, toute espèce est une biodiversité en elle-même, en fait. Se regarder face à un miroir signifie contempler un zoo, un zoo, comment dire, résumé, abrégé, en fait. Donc, Mhm. Et justement, là, je vois un peu les continuités et discontinuités entre. Il nous reste plus beaucoup de temps, il nous reste une dizaine de minutes, Emmanuel. Je voudrais aborder encore deux questions. Quelles sont les continuités et discontinuités entre la vie des plantes et votre nouvel essai, donc paru chez Rivage, qui oui, s'appelle Métamorphose avec un S? Est-ce que d'abord ça a oui. un lien avec celui de Kafka, avec les aventures de Grégor? Non, oui et non. En réalité, ça a beaucoup plus de liens avec Ovide, le livre. C'est au fond une tentative de réécrire Ovide, mais en incluant toutes les formes vivantes qui ont existé, qui existaient sur Terre. La thèse du livre est très simple, en fait. Les livres partent d'une fascination bête, très enfantine, face à la métamorphose des insectes. Euh, euh, que chacun de nous, et chacune de nous doit avoir éprouvé, c'est-à-dire au fond cette chose très bizarre qui fait que deux corps, la chenille et les papillons, euh, ne partagent, tout en étant les mêmes vivants, ne partagent rien d'un point de vue anatomique, écologique et éthologique. Qu'est-ce que cela veut dire? Au fond, si vous prenez une chenille et un papillon, voilà, les deux corps ont une forme, une silhouette totalement différente, mais ce sont aussi deux corps qui ne partagent rien d'un point de vue éthique, d'un point de vue de ethos, de forme de vie, de mœurs. En fait, la chenille, c'est un espèce de obèse qui passe son temps à manger et qui transforme la nature dans un McDo où il n'y a qu'à bouffer. Et le papillon est un satyre, c'est un être qui baise et pense que à baiser en fait. Donc ce sont vraiment deux formes de vie moralement incompatibles en fait. Et ce sont deux formes de vie qui habitent deux mondes différents. La chenille habite le monde terrestre et les papillons habitent un monde aérien. Et ce qui est intéressant déjà d'un point de vue philosophique, c'est que la métamorphose nous apprend que on peut jamais reconduire en vie à une forme anatomique, à une forme de vie morale, à une identité morale, à un ethos ou à un monde en fait. Parce que la vie se montre dans les insectes comme ce qui est capable de passer d'une forme à l'autre, d'un ethos à l'autre ou d'un monde à l'autre en fait. Donc il y a une continuité absolue, même là il y a des discontinuités morales, cosmologiques ou morphologiques. Et les livres essaient de montrer que les rapports qu'il y a entre chenilles et papillons est aussi les mêmes rapports qui existent entre tous les individus de la même espèce, parce que grâce à la naissance, comme je disais, au fond, on est tous les papillons d'une chenille qui nous a précédés et aussi une chenille d'un papillon qui va nous suivre. Et donc, au fond, la naissance est la construction d'une continuité de vie entre tous les individus qui appartiennent à la même espèce. Moi, la vie à cause de la naissance, la vie qui coule dans mon corps, qui m'anime, est la même vie de mes parents et donc la même vie aussi de mes grands-parents, etc., etc. Donc, au fond, l'âge de la vie qui anime mon corps est le même âge du début de la vie sur Terre, parce qu'il y a, à cause de la naissance, il y a une continuité qui ne s'est jamais interrompue. Donc moi, je suis jeune, j'ai 44 ans, mais la vie qui m'habite a un âge incalculable, en fait, qui a commencé lorsque la vie sur Terre a commencé. Moi, je porte cette vie. Et donc, voilà, la métamorphose, elle est ce qui nous permet de comprendre ce qui se passe entre les vivants de la même espèce, mais au fond, ce que Darwin a démontré est aussi l'effet que, au fond, entre les espèces subsiste ce même rapport de métamorphose, c'est-à-dire ce même rapport de continuité. Au fond, la métamorphose et la théorie de l'évolution nous dit que l'humanité est la même vie que les primates qui nous ont engendrés avaient, qui nous ont été transmises et qui a été juste légèrement modifiée. Mais il n'y a pas de rupture des continuités, il n'y a pas eu de création ex nihilo. Donc, on est cette même vie, on est au fond la vie de ce primate qui ont décidé de commencer à faire ça, de rapprocher un peu
les yeux, de perdre un peu de poils. Et voilà, en fait, ce sont eux qui vivent en nous, en fait. Et donc, voilà un peu l'idée. Ce qui, du coup, nous permet ou me permet d'arriver à la conclusion que tous les vivants sur Terre vivent une. Oh, petite rupture, ce sont les aléas du direct et de Instagram direct. On patiente, on va tout de suite te retrouver Emmanuel, en tout cas on l'espère. Il a une petite, je crois qu'il a une liaison instable, mais voilà. Oui. Ah. Je disais, la thèse du livre, c'est qu'au fond, tous les vivants participent d'une seule et même vie, en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs c'est sur cette évidence qu'il faut fonder éventuellement une éthique environnementale, c'est-à-dire, au fond, s'il faut respecter n'importe quel autre vivant, c'est pas parce que, voilà, ils sont différents de nous, c'est parce que c'est notre vie, c'est la même vie, en fait. Et donc, d'une certaine manière, la Terre, c'est une immense archive de nos chairs présentes, passées et futures, en fait. Merci Emmanuel. Il reste plus beaucoup de temps. Je voudrais juste vous poser une question parce que comme on est quand même un public essentiellement, même si c'est ouvert à tous les publics, bien sûr, on a beaucoup d'étudiants qui nous suivent. Vous dites que la forme d'exposition est une des formes les plus excitantes aujourd'hui. C'est une forme que vous avez expérimentée vous-même en étant le conseiller scientifique de l'exposition à la Fondation Cartier qui s'appelait Nous les arbres. Euh, Pouvez-vous nous parler de cette expérience dans les dernières minutes qui nous restent? Et oui, je pense que l'exposition Ah, est peut-être la forme de production du savoir la plus intéressante à ces moments. Et pourquoi? Parce que ça correspond parfaitement à notre monde, beaucoup plus que l'université. Qu'est-ce que je veux dire par cela? En fait, ben, vous aussi, mais moi aussi, on a connu les mondes avant l'invention du mécanisme de cette machine qui nous permet de communiquer. En fait, Internet et les smartphones, c'était un monde, les de mon enfance et de mon adolescence, c'était un monde où la connaissance était quelque chose de rare. En fait, les mondes étaient tout à fait. une étendue extrêmement, comment dire, où la connaissance s'est concentrée dans des lieux spécifiques, les bibliothèques, les universités ou les professeurs qui étaient des archives vivantes. Et l'acte des connaissances consistait dans la production de ces archives, en fait. Mhm. Je me rappelle, à cette époque-là, pour savoir la capitale je sais pas, de la Cambodge, il fallait appeler quelqu'un ou Tout à avoir une fait. encyclopédie. Il fallait se déplacer. Comment dire, tout n'était pas présent à portée de main. En fait, à cause de l'invention de ce qu'on appelle Internet, social media, le rapport entre étendue de la connaissance et étendue du monde physique s'est renversé, dans le sens que le monde physique est devenu beaucoup moins étendu que l'archive, au fond. Au fond, Mhm. aujourd'hui, Oui. on dispose des archives qui exigeraient, comment dire, pour naviguer à l'intérieur des archives des data, il faudrait beaucoup plus qu'une seule vie, alors Tout à qu'il fait. suffit une vie pour faire les tours du monde, en fait. Mhm. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'acte des connaissances ne peut plus consister dans les gestes de production d'un savoir, de rassembler dans un seul espace plusieurs connaissances. Au contraire, l'acte de connaissance ne peut consister aujourd'hui que dans les gestes de sortir des objets des archives et de les placer dans un même endroit physiquement pour Mhm. voir ce qui se passe grâce à leur Pour proximité. Et les ces mettre en gestes, c'est ce rapport. qui fait l'exposition. Au fond, exposer quelque chose signifie mettre ensemble des œuvres et des idées qui ne sont pas, au fond, en contiguïté dans les archives, Mhm. mais dans la contiguïté spatiale pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, produit un effet d'illumination et des connaissances inattendues, en fait. Mhm. Avec en plus cette liberté par rapport au médium, parce que l'exposition permet de produire de la connaissance avec n'importe quoi, en fait, avec les paroles, les mots, du marbre, du lin, du pigment, des performances, etc. Donc, de ce point de vue, c'est comment dire, il me semble que c'est les dispositifs. Tout d'abord, il faut comprendre l'exposition comme un dispositif cognitif
Mhm. majeur. Vraiment, c'est un outil cognitif, un outil de production des connaissances du monde. C'est pas, ça ne relève pas du tout de l'esthétique. En fait, une exposition, c'est la forme la plus efficace aujourd'hui pour produire de la connaissance et pour produire de la connaissance de manière totalement anarchique, c'est-à-dire à partir de n'importe quoi Mhm. et n'importe comment. Donc c'est pour ça que, au fond, de ce point de vue, les musées est beaucoup plus à l'avant-garde que les universités aujourd'hui, je pense. Et Et, c'est ce qu'on a vu. et que D'où les très beaux projets que mène Bruno Latour avec, par oui, exemple, le ZKM ou voilà. oui, Voilà. et que d'une certaine manière, les écoles d'art aujourd'hui Mhm. constituent, à mon avis, un peu le paradigme qui devrait inspirer toutes les autres écoles en fait, parce qu'ils sont capables justement, à la différence d'autres, de ne pas limiter, de ne se pas limiter à une seule discipline et surtout de comprendre qu'on peut produire de la connaissance aussi avec de la matière, en maniant de la matière en fait. Donc, voilà. Emmanuel, je vous remercie pour tout, pour ce magnifique échange. C'était Merci à vous. formidable pour moi de vous avoir en direct, que vous ayez accepté une forme aussi pauvre. Si effectivement on avait pu, je vous aurais volontiers invité à l'école. On a pu de toute façon, je crois que c'est quelque chose qui est dans l'esprit de l'école, de travailler de nombreuses fois avec vous. Donc je vous remercie, Emmanuel. Merci. Et puis je remercie tous les auditeurs qui ont bien voulu nous suivre. Et vous pouvez retrouver de toute façon notre conversation sur le Facebook et aussi sur le YouTube.